Pour la majorité d'entre vous, l'investissement est un moyen de générer des revenus passifs pour remplacer une partie de votre salaire ou l'intégralité de votre salaire à terme pour être indépendant financièrement. C'est une notion qui est finalement assez vague pour beaucoup de monde et donc la question à laquelle je vais essayer de répondre, c'est combien faut-il investir pour pouvoir dégager 1000 euros de revenus passifs et de manière complètement sereine. Et on va voir, c'est pas aussi simple qu'énoncé, parce qu'il y a la fameuse règle des 4%, mais bien souvent, on oublie l'imposition, on oublie l'inflation, et là, ça change énormément de choses pour l'avenir. Avant d'aller dans le dur, vraiment, quelles sont finalement les sources de revenus passifs? Parce que il y en a beaucoup, mais en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Et il est bien de rappeler ce qu'est un revenu passif et quelles sont ces fameuses sources les plus simples à avoir. On va voir ainsi les dividendes, donc sur des actions. Le dividende, c'est une part des bénéfices d'une société qui vous sont distribués, il est décidé en assemblée générale. C'est un point important, on le verra, parce que finalement, si la société se porte mal, pas de bénéfices, pas de dividendes, du moins sur le papier, on en reparlera. Ensuite, les intérêts, donc que ce soit au travers de votre livret A, au travers de fonds obligataires, au travers d'obligations, ce sont des sommes qui doivent être payées à la personne qui vous prête de l'argent. En tout cas, quand vous êtes une société, vous pouvez prêter de l'argent à cette société et donc vous faire payer des intérêts, donc que ce soit au travers du crowdfunding, que ce soit au travers d'obligations d'État. Les États, vous pouvez aller sur des instruments financiers qui vous permettent d'investir dans la dette d'État, comme celles des États-Unis, qui rapportent en ce moment 4% d'intérêt, mais qui sont avec un niveau de risque très faible. On a ensuite l'immobilier, que ce soit en direct ou au travers d'instruments, les SCPI par exemple. Donc là, j'ai pris une capture de Louvainvest avec la SCPI Hirokozen qui verse 7,12% net de frais, mais pas d'impôts. Il faut encore mettre les impôts là-dessus. Et si en plus vous faites effet de levier, ce qui est souvent le cas en immobilier et qui est possible aussi en SCPI, eh bien, il faudra aussi réduire les remboursements pour pouvoir finalement calculer le revenu réel qui vous sera partagé. Et en immobilier, à très court terme, il est assez difficile de faire un cash flow positif, en tout cas sans utiliser des stratégies qui vous permettent d'augmenter les loyers, comme la colocation, comme la location courte durée. Mais là, on parle de vrai business et non plus d'investissement passif. C'est pour ça que je ne les cite pas ici. Enfin, on a la revente d'actifs, parce que on parle de revenus passifs, mais qu'est-ce qui vous empêche de prendre des actions qui ne génèrent aucun dividende et simplement d'en revendre une partie tous les ans? Parce qu'ils font une croissance et qu'eux décident de tout réinvestir. Rien en fait. Rien ne vous l'interdit. Et ça, c'est une source qui est bien trop souvent ignorée. Il est tout à fait possible d'avoir un portefeuille qui ne génère absolument aucun revenu passif au sens d'intérêt qui rentre tous les mois, tous les trimestres, toutes les années, mais qui, en revendant par petites parties, nous permet de continuer à conserver ce portefeuille parce que finalement la valorisation des actifs dedans va croître et en même temps de récupérer une partie pour vivre de ces gains. Alors attention, encore une fois, ce seront des gains bruts, il faudra réduire de la fiscalité. Et le point le plus important, encore une fois lié au premier, c'est qu'un revenu passif peut s'arrêter. Et on l'a vu de très nombreuses fois. Par exemple, on peut voir Unibail, qui est une société, une foncière, qui versait des gros dividendes avant la crise de 2020. Et en 2020, ils ont décidé de couper le dividende pendant 2 ou 3 ans, il me semble. Et ensuite, le dividende a été remis, mais autour de 50% de son ancienne valeur. Donc, on peut avoir une baisse ou une interruption des dividendes, par exemple, d'une société. Pareil, une société en difficulté, va peut-être arrêter de payer ses dettes. Et donc, du coup, la dette va passer en défaut et vous allez en plus perdre potentiellement une partie du capital, en plus de perdre une partie de vos intérêts. Un bien immobilier ou une SCPI peut avoir un taux d'occupation qui baisse. Et finalement, si vous faites de l'effet de levier, vous allez être amené à payer tous les mois. Parce qu'il va falloir compenser le fait de ne pas avoir de locataire sur un ou deux biens. Temporairement, ça peut être important. Donc il faut avoir bien tout ça en tête quand on décide de se créer un revenu passif. Un revenu passif, c'est pas magique. Un revenu passif, ça doit être travaillé, ça doit être réfléchi en amont. Et la bonne pratique, c'est de diversifier. Diversifier les sources, bien entendu, pour limiter l'impact d'une crise. Par exemple, en immobilier, vous pouvez avoir des actions américaines qui vont verser du dividende ou pas, puisqu'on peut revendre, comme je l'ai indiqué. On peut avoir de l'obligation sur différents types de sociétés, sur des fonds obligataires qui vont diversifier pour vous. Et donc là, on va se retrouver avec, en cas de crise, peut-être une baisse de vos revenus temporairement pendant 1 ou 2 ans, mais
ensuite qui vont revenir et réaugmenter potentiellement si vous avez construit un portefeuille équilibré. Et au sein d'une même source, il faut aussi penser à investir sur tous les secteurs. Si vous faites de l'immobilier en direct avec de la SCPI, avec de la REIT, SIIC, donc société cotée, tout ça c'est de l'immobilier. Le jour où il y a une grosse crise immobilière, alors vous pouvez déjà investir dans des différents fonds qui vont être exposés à différents pays, mais si en plus vous vous concentrez sur des sociétés qui sont en France, eh bien vous allez être très exposé au portefeuille immobilier. Donc construire un portefeuille qui génère des revenus passifs, c'est aussi construire une stratégie de diversification qui va vous permettre d'être résilient. C'est hyper important, surtout dans le cas où vous voulez être indépendant financièrement et que cela couvre l'ensemble de vos dépenses. Et souvent, pour définir le montant à investir pour avoir une somme en revenu passif, on utilise la règle des 4%. Que dit cette règle de 4%? C'est que vous pouvez retirer jusqu'à 4% des montants investis, que ce soit sous forme de dividendes, sous forme de revente, comme je le disais, sans impacter la pérennité de votre investissement. Mais c'est prévu notamment pour un investissement en bourse. C'est beaucoup plus difficile de revendre 4% quand on a de l'immobilier, par exemple. Donc il faut avoir ça en tête aussi. Cette règle a des limites, et en plus de ça, elle a des limites sur différentes choses. Alors là, j'ai piqué éhontement le travail de Mathieu de S'investir, qui a fait une simulation sur un certain nombre de cas, et on voit, surtout cette règle de 4%, elle ne permet pas de fonctionner à 100% du temps. C'est-à-dire que vous avez 5% du temps, là, en tout cas dans les cas simulés, qui ne fonctionne pas. Sachant que là, on ne prend pas en compte l'inflation. Mais sur 30 ans, il faudrait prendre en compte l'inflation. Donc, augmenter, non plus avoir 1 000 € par mois, mais la deuxième année, avoir par exemple 1 020 € par mois, la troisième année, 1 040 € par mois, etc., etc. Et donc, si on fait ça, on tombe à un taux d'échec qui est énorme. D'autant plus que ces calculs des 4%, on ne précise pas que c'est du brut. Donc derrière, il y a grosso modo 30% de fiscalité en France pour avoir en net. Donc il faut aussi prendre en compte ça. Et avec la durée de vie des personnes qui s'allongent, eh bien, on risque de voir le nombre de banqueroutes liées à cette théorie évoluer de plus en plus, puisque plus on vit vieux, plus le risque qu'il y ait une crise qui vienne impacter, entre guillemets, notre investissement et nous sortir et nous mener à la banqueroute est élevé. Bref, un ensemble de facteurs qui est important à prendre en compte. Donc moi, je pars de cette règle et on va l'améliorer. L'idée, c'est de passer non plus à une règle des 4%, mais bien une règle des 2,5 à 3% en fonction du niveau de risque que vous voulez prendre. Je vous laisserai faire vos calculs en fonction aussi de l'inflation que vous projetez. Plus l'inflation que vous projetez sera élevée, plus il faudra réduire le taux. À 2,5%, je pense qu'on est très très safe. En vrai, on a très peu de risques, même avec une inflation qui augmenterait et des crises qui arriveraient régulièrement. Et on parle bien de montants bruts, parce qu'il y a la fiscalité. Déjà, si on est à 3% des montants de prélèvement brut, on enlève environ 30% de cette somme, il reste pas, forcément ça impacte. Donc il faut bien calculer aussi la somme nette que vous voulez avoir. C'est une chose qu'il faut avoir en tête. Donc moi, aujourd'hui, je suggère d'avoir, pour être complètement safe, finalement une règle des 2,5%. Et au pire, eh bien, cette règle des 2,5% est très conservatrice. Et vous pourrez donc vous verser un peu plus que prévu. Peut-être au bout de quelques années, vous verrez que votre patrimoine continue à croître significativement et donc vous pourrez augmenter. En augmentant, si le patrimoine augmente, ces 2,5% augmentent aussi de facto. Donc finalement, on revient à notre exemple et ça va être maintenant qu'on va donner le chiffre. Combien il faut investir pour avoir 1 000 € net de revenus complémentaires par mois? Eh bien, avec une fiscalité de 30%, on parle de 1 428 € brut, soit 17 136 € annuels. Et donc, si on prend une règle de calcul à 3%, on est à 571 200 € à investir. Et si on parle de 2,5%, on est à 685 440 € à investir pour se verser 1 000 € par mois. Alors, cette somme, ça peut paraître beaucoup. Mais finalement, quand on fait des calculs relativement simples, si vous mettez 200 € par mois tout le long de votre carrière pendant une quarantaine d'années, j'ai pris 40 ans, bon, on sera peut-être plus à 45, un peu plus à l'avenir, mais 200 € par mois. Alors aujourd'hui, ça peut sembler beaucoup, mais avec l'inflation, ça va probablement diminuer. Pour certaines personnes, ça semble déjà peu. Vous aurez un capital de 500 000 € à la fin de votre carrière. On va maintenant passer sur quelques cas pratiques pour connaître finalement le rendement de certains actifs.
Je vais parler parfois de dividendes, parfois d'intérêts, etc. Il faut savoir qu'il faut aussi accepter qu'il y aura des crises, que les périodes peuvent être moins bonnes, d'autres vont être meilleures. Donc, il faut accepter cela. Je vais parler ici uniquement en rendement brut, hein, parce que c'est plus facile à exprimer. Chacun a une fiscalité qui lui est propre, donc en fonction des enveloppes, etc. Vous pourrez ne pas avoir de fiscalité pendant un moment et avoir une fiscalité uniquement à la sortie. Donc, c'est très compliqué. On va rester en rendement brut. En bourse, en fonction, juste en termes de dividendes, on va avoir donc sur le CAC 40, environ 2,5-3% de rendement brut par an. Donc c'est finalement presque ce qu'on vise en termes de rentabilité brute. Donc le CAC 40 a une rentabilité qui est similaire à ce que nous on vise sur nos investissements. Pareil sur le stock 600, sur le SP500, on est plus autour des 1,5 et sur le MSCI World autour des 1,75. Donc au niveau du monde, si vous prenez quelque chose au niveau du monde, vous aurez entre 1,5 et 2% de dividendes versés par an, juste en prenant un ETF monde, par exemple. Au-delà de ça, je ne parle ici que du dividende. Je ne parle même pas de la croissance du cours. On est sur le CAC 40 sur une performance autour de 7% sur le long terme. Sur le SP500, on est plutôt autour de 8%. Donc, 8, 9. Donc, quand je parle sur le long terme, je ne parle pas des 10 dernières années. Hein. Je parle vraiment des 40 dernières années, 50 dernières années. J'ai plus de chiffres exacts en tête, donc je ne veux pas dire de bêtises. Donc, on a, en plus de ce dividende, une croissance. Donc, si par exemple, on prend du SP500, on peut très bien avoir 1,5% de dividendes et en plus récupérer 1,5% a priori tous les ans. Ça pourrait ne pas trop poser de problème. Encore une fois, c'est selon la théorie générale des 4% que l'on a amélioré en 3%, 2%. Comme je le disais, le rendement n'est pas le seul point intéressant puisque vous pouvez revendre ces actifs et vous pouvez, dans la phase de construction de votre patrimoine, penser à optimiser avec des poches comme le PEA en premier lieu et l'assurance vie donc tant que ça reste dans ce fameux PEA ou assurance vie, vous n'êtes pas imposé sur les dividendes. Par contre, vous serez imposé à la sortie uniquement, donc ce qui permet d'améliorer l'effet boule de neige. On va ensuite avoir des obligations cotées très larges. J'ai parlé de 2 à 5% en restant sur de l'obligation qui est de bonne qualité, mais vous pouvez aller aussi sur des obligations qui sont de beaucoup moins bonne qualité et monter à du plus de 10%. Par contre, il y a un réel risque de faillite et donc de perte en capital plus important sur ces actifs-là. Pour les obligations, il faut peut-être mieux se passer par des fonds obligataires datés, par exemple, qui vous permettent réduire le risque marché, pas de l'éliminer, et qui va ainsi vous permettre d'obtenir des rendements de 4, 5%, éventuellement 3% dans les périodes où les taux sont plus faibles. On va ensuite avoir le crowdlending au sens général. Le crowdlending, ça va être le crowdfunding immobilier, le crowdfunding en énergie renouvelable, ça peut être le crowdfunding à des sociétés tierces, mais aussi le peer-to-peer lending qui est plus risqué, mais reste une alternative pour une partie du portefeuille. Hein. Parce que je rappelle, il faut diversifier et ça permet de diversifier ses sources. Donc, les énergies renouvelables, on est entre 5 et 7%. En ce moment, on est plutôt vers les 7-8%, mais sur le long terme, je pense qu'on restera entre 5 et 7%. Donc, il y a peut-être une opportunité, d'ailleurs, je l'ai déjà cité dans d'autres vidéos. Le crowdfunding immobilier, je pense qu'on va être entre 8 et 10% de rendement à long terme, en incluant toutes les pertes. Alors, il faut savoir que même si le crowdfunding immobilier connaît une période difficile actuellement avec les projets de 2022 et 2023 qui souffrent énormément, et une partie des projets de 2021 aussi, pendant 2015 à 2020, finalement, il a donné du 9-10%, quasiment sans défaut, avec un nombre de défauts qui était de l'ordre de 0,2%. Et on parle de défauts, on ne parle pas de pertes. Donc, on est sur, quand tout se passe bien au niveau crowdfunding, au niveau immobilier, le crowdfunding immobilier peut être très intéressant puisqu'on va plutôt s'approcher de la borne haute, pendant les périodes de crise, peut-être descendre à 5% de rendement sur ces mauvaises années, mais ça fait partie on va dire, d'un cycle immobilier classique. Les investisseurs en immobilier souffrent tous actuellement, y compris les SCPI, eh bien, le rendement moyen est autour des 4,5% en ce moment, avec une nouvelle génération de SCPI qui propose du 6% et plus. Donc là, ça peut être relativement intéressant d'investir maintenant, mais il faut savoir que ces nouvelles SCPI, elles investissent dans une période qui est propice et peut-être qu'à long terme, et même très probablement qu'à long terme, on va voir les rendements diminuer un petit peu, même sur ces SCPI-là, parce qu'elles continueront à collecter, elles devront continuer à acheter des actifs et malheureusement, eh bien, le rendement va être la moyenne de tous les actifs. Donc si les rendements dans le futur sont moins élevés sur les actifs, on devrait voir une baisse de ces rendements-là.
La fiscalité sur la SCPI peut être importante, donc il faut se faire accompagner, peut-être profiter aussi, par exemple, d'acheter en nue propriété pendant que vous êtes actif pour acheter avec une décote, donc vous ne recevrez pas de loyer, mais par contre, vous recevrez par exemple les loyers au bout d'une période de 10 ans. Et donc pour ne pas avoir reçu de loyer pendant 10 ans, vous aurez acheté la SCPI avec une quarantaine de pourcents, par exemple, de décote, ce qui vous permettra d'avoir un rendement sur l'argent dépensé qui peut être plus intéressant au moment de votre retraite. Ensuite, on a l'immobilier. Attention, l'immobilier pur, immobilier physique, ce n'est pas un passif. J'ai un bien immobilier, j'ai eu des problèmes sur les travaux, j'ai un problème avec mon locataire actuellement, j'ai eu des problèmes avec mon ancien locataire qui était mineur, mais c'était des problèmes quand même. Il s'agit c'est un investissement où vous devez être impliqué. On ne parle pas de choses passives comme on a pu le voir auparavant. Alors, il faut sélectionner vos investissements, mais après, vous êtes plutôt tranquille sur le reste. Par contre, il faut les surveiller aussi de temps en temps. Mais là, c'est vraiment au mois le mois, à l'année, toutes les quelques mois, vous aurez quelque chose à faire. Donc, si vous avez un bien immobilier, ça va. Si vous en avez 5, 10, c'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose, c'est un demi-métier. Donc ça peut être, pour ceux qui sont passionnés par l'immobilier, ce n'est pas un problème, puisqu'ils vont pouvoir finalement avoir une retraite un peu active en gérant leur parc immobilier ou avoir une fin de vie active en gérant ça. Mais globalement, on va avoir quand même quelque chose qui va demander de l'effort. Et surtout, avec crédit, vous aurez beaucoup de difficultés à faire du cash flow sans avoir une gestion qui soit encore plus active. Parce que vous pouvez faire du cash flow, mais là, ça devient un vrai business. Donc, vous n'êtes plus dans le cadre d'un revenu passif, vous êtes dans le cadre réellement de la réalisation d'un business. Et ça, il faut l'avoir en tête quand on va sur de l'immobilier. Si vous reste du crédit, vous aurez peu ou pas de cash flow. Alors, vous pouvez redégager un cash flow peut-être un peu plus tard dans la vie de votre bien parce que les loyers vont continuer à augmenter et que votre crédit n'augmentera pas. Si vous n'avez plus de crédit, par contre, là, vous pourrez bénéficier effectivement du cash tous les mois. Alors, il faudra enlever les impôts parce que les impôts sont quand même relativement élevés, mais on pourra avoir un cash flow sans crédit de 2 à 5% de la valeur du bien en fonction de la zone où on investit et des impôts que vous paierez. Donc, ça peut être relativement intéressant si vous investissez tôt ou si vous avez la possibilité d'acheter cash éventuellement. Bref, il faut penser à se construire un portefeuille en ayant tout ça en tête, en disant je vais peut-être prendre ça, peut-être prendre ça, peut-être prendre ça, et puis après faire un mix qui permet de diversifier proprement. Bref, on le voit au travers de cette vidéo, quand on enlève tout le vernis de rentier en un an, etc., finalement être rentier, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, c'est quelque chose qui doit être planifié bien en avance. Et souvent, ce qu'on vous propose sur Internet, ce n'est pas d'être rentier, mais bien de monter une réelle activité qui va dégager des revenus. Et à ce moment-là, on est très loin des revenus passifs, notamment en immobilier, où plus vous avez de biens, plus il faudra faire de la gestion. Donc, il faut se créer un portefeuille diversifié, ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Et ce n'est pas l'immeuble avec 36 mois de différé qui va vous donner un cash flow de 1 500 € pendant les 36 premiers mois qui viendra vous sauver la vie. Et il faut avoir une stratégie définie le plus tôt possible et bien comprendre. Donc, peut-être avoir une phase de croissance de patrimoine où il n'est pas forcément nécessaire de se construire un patrimoine ultra diversifié parce qu'il faudra essayer d'aller chercher justement la performance. Mais après, dans une seconde phase, au moment où vous voulez la phase de rente, il faudra bien se construire ce portefeuille pour avoir le maximum d'efficience et le maximum de résilience dans ce dernier.